I start to panic. I go into the bathroom and I pulled it out myself and I just made it here and I love you. Nous encourageons vivement les téléspectateurs à la prudence avant de commencer. Ce qui suit est uniquement destiné à divertir et à éclairer les lecteurs. Selon Inner City Press, il s'agit de la transcription exacte du procès de Sean Diddy Combs devant un tribunal fédéral. Le témoin suivant au procès de Sean Diddy Combs était, contre toute attente, vêtu d'un costume bleu marine, un badge dissimulé sous son revers. Mais un silence absolu régnait dans la salle lorsque l'ancien agent du FBI, Mark Halperin, a témoigné. Ces révélations étaient non plus qu'un scandale. Il s'agissait d'un système de défense, d'un réseau qui s'étendait jusqu'aux plus hautes fonctions des États-Unis. Il a d'ailleurs mentionné Barack Obama, que beaucoup considéraient comme une lueur d'espoir, mais qui serait désormais lié à des partis, des grâces et des protections liées à Diddy. Selon Halperin, l'intouchabilité persistante de Diddy pendant des décennies était principalement due à sa capacité à servir les puissants plutôt qu'à ses talents d'avocat. Ce qui suivit fut un témoignage reliant l'industrie musicale, la politique, la religion et un système de contrôle secret qui s'était développé depuis les années 1990. Même si la salle d'audience était pleine, personne ne bougeait, surtout lorsqu'un homme en costume noir, une valise à la main, entra par les portes arrière ouvertes. Aucun nom n'a été annoncé. Les lettres de créance n'ont pas été lues à voix haute. Le juge s'est contenté d'acquiescer. C'était le signal. Ce n'était pas un témoin ordinaire. Quelqu'un disposant d'un accès bien supérieur à ce que n'importe quel détective privé ou journaliste pourrait espérer, ce quelqu'un avait œuvré dans l'ombre. Il était simplement connu sous le nom d'agent spécial expurgé, un agent fédéral de haut rang possédant des décennies d'expérience au sein des divisions corruption politique et crimes organisés du FBI. De plus, il témoignait aujourd'hui pour la première fois sous serment contre Sean Diddy Combs. Après s'être assis, l'agent a déposé un dossier noir à la barre des témoins et a ouvert sa mallette. Diddy était assis à la table de la défense, les doigts fermement serrés, et il ne le regardait pas. Il ne jeta pas non plus un regard au juré. Il se contenta de dire « Je suis Monsieur Combs et son entreprise depuis plus de 20 ans. » Ce n'est pas une idée nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est que nous pouvons enfin en discuter. Le juge lui fit signe de continuer. Le FBI avait lancé des enquêtes préliminaires sur Sean Combs dès la fin des années 1990, a déclaré l'agent. Il y avait toujours des signaux d'alerte, a-t-il affirmé. Certaines transactions financières étaient illogiques. Des individus qui s'associaient à des organisations de trafiquants établis. Des contacts à l'étranger qui ont donné naissance à des sociétés écrans illégales. Cependant, à chaque fois que nous les abordions, les portes se refermaient. En 2001, l'agent a détaillé un cas particulier d'opération de blanchiment d'argent à l'échelle mondiale impliquant une filiale européenne malhonnête. Il existait des preuves de l'implication des équipes financières de Diddy, de comptes étrangers, de fausses factures et de sociétés écrans au Belize et au Luxembourg. Mais l'ordonnance a été rejetée lorsqu'il a fallu demander des mandats. L'agent a déclaré « Je ne m'en étais pas rendu compte avant. Nous devons faire face à bien plus que simplement protéger les célébrités. Nous devons lutter contre l'ingérence de l'État. » Des murmures circulaient dans la salle d'audience. « Je ne veux pas passer pour un comploteur. » Et l'agent poursuivit. Cependant, il ne s'agissait pas d'un cas où les policiers locaux étaient effrayés. Cela venait d'en haut. Des responsables de Washington nous ont dit de nous retirer. Des dossiers ont disparu. Des témoins ont été déplacés. Les enquêteurs ont été mutés. Au départ, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une coïncidence. Or, ce n'était pas le cas. L'accusation a ensuite présenté une chronologie des enquêtes closes de 1999 à 2013. Chaque fois que Diddy était lié à une activité criminelle, trafic, agression ou fraude électronique, soit un témoin crucial disparaissait, soit l'enquête était suspendue par un retard gouvernemental. Un juré était visiblement interloqué. Une dame dans la galerie se couvrit les lèvres d'un hoquet de surprise. Puis la bombe était tombée. Selon l'agent, des preuves existaient en 2003 selon lesquelles M. Combs agissait sous la protection d'un informateur non autorisé, ce qui n'est pas documenté dans les archives publiques. Une telle protection ne peut venir que de très haut. De plus, à l'époque, seuls 3 fonctionnaires fédéraux étaient habilités à l'approuver. L'espace s'est figé. Diddy semblait avoir une idée précise de l'identité de ces personnes. L'agent spécial, dont le nom avait été censuré, s'éclaircit la gorge et se pencha en avant. C'est là que l'histoire change, car il ne s'agit pas seulement des crimes commis. Ajouta-t-il, la question est de savoir qui a laissé de telles atrocités impunies. Et cela nous amène au lien de M. Combs avec des personnalités politiques de haut rang, notamment Barack Obama. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle d'audience. Le juge plissa même les yeux et releva doucement la tête. L'agent a présenté au juré plusieurs photos après avoir rouvert le dossier noir. La première, une photo floue de 2005,
montrait Didi lors d'une collecte de fonds à Chicago, aux côtés du sénateur de l'époque, Barack Obama. La seconde, prise en 2007, lors d'une réunion secrète et officieuse à Washington, D.C., organisée par un puissant lobbying entretenant des liens étroits avec le Comité national démocrate, a été présentée. Il était évident, d'après la photo, que Didi était répertorié sous une fausse identité. Il n'était pas seul, et pourtant il était là. Selon l'agence, il ne s'agissait pas seulement d'occasion de prendre des photos. Ces réunions se sont déroulées à huis clos. Afin d'obtenir sa protection, nous pensons que M. Combs a échangé des renseignements avec des responsables de campagne, échangeant des faveurs et divulguant des informations personnelles. Avant que l'agent ait pu terminer sa déposition, la défense s'est levée d'un bond et a commencé à protester et à crier. Cependant, l'accusation a discrètement transmis des documents justificatifs, notamment des relevés de voyage, des courriels et même une note d'entreprise expurgée mentionnant une réunion avec BO et des biens de divertissement de grande valeur pour un agent de liaison culturelle. Voilà ce que nous savons, a ajouté l'agent, le ton plus sévère. Peu après l'arrivée au pouvoir de M. Obama en 2009, notre bureau a demandé l'écoute téléphonique de Sean Combs. À quoi bon? Espionner les conversations entre M. Combs et plusieurs trafiquants de drogue qui blanchissèrent de l'argent via des sociétés de production liées à des délinquants. Ils ont refusé. Il y a eu de l'agitation dans la salle d'audience. Par qui cette demande a-t-elle été refusée? Quoi? A demandé le procureur. L'agent a consulté la dernière page du dossier, un relevé d'appel d'un cabinet d'avocats lié à la Maison-Blanche. Le moment choisi correspond précisément au moment où notre demande a été retirée, même si l'identité a été censurée. Bien que le mal ait déjà été fait, le tribunal a prié les jurés d'ignorer toute conjecture. Il n'y avait aucune subtilité dans les significations. Il y avait une raison derrière le timing. D'une manière ou d'une autre, un individu surveillé par le gouvernement fédéral a réussi à obtenir un accès suffisant à la Maison-Blanche pour éviter une mise sur écoute. L'agent a expliqué: « Nous ne disons pas que le président Obama a personnellement protégé M. Combs, mais nous affirmons que son administration a établi une relation et un réseau qui ont effectivement accordé à M. Combs l'immunité pendant des années. » Les journalistes griffonnaient frénétiquement. Le sténographe hésita même une seconde avant de poursuivre. Didi n'avait pas eu de chance dans cette situation. Tout cela avait été planifié, conçu et rendu possible par une puissance bien supérieure à ce que quiconque avait imaginé. De plus, ce n'était qu'un début. Le jury se prononçait désormais. Leurs regards se croisèrent, stylos oubliés. Même les journalistes les plus courageux n'avaient pas osé deviner une partie du procès révélée par l'agent spécial rédaction. Cependant, l'événement suivant a transformé l'atmosphère de la salle d'audience, passant de l'intérêt à la peur. Une dernière photo a été montrée par l'agence. Il n'y avait pas de grain. Il n'y avait aucun secret. L'image haute résolution a été prise lors d'un événement privé à Martha's Vineyard. 3 hommes, le révérend Al Sharpton, l'ancien président Barack Obama et Sean Diddy Combs, y étaient présents. Leur intention n'était pas de poser pour la presse. Ce n'était pas un rassemblement public. Dans une propriété privée appartenant à un millionnaire de l'informatique ayant des liens avec le secteur du divertissement et des entreprises du Pentagone, le rassemblement était à peine éclairé. L'agent a déclaré que cette photo avait été prise en 2014. Grâce à des procédures approuvées par le tribunal, nous avons pu obtenir la liste des participants, même s'ils prétendaient qu'il s'agissait d'un événement caritatif. Nous avons découvert des responsables de TriStar Entertainment, d'anciens agents de la CIA, des trafiquants d'armes sous sanction et des identités liées à de nombreuses enquêtes secrètes. De nouveau, des murmures se firent entendre. Le juge frappa violemment son marteau. « À l'ordre !» poursuivit l'agent Yarnell. Il n'y avait pas de visiteurs, M. Combs. Des rues de New York aux salles de marbre du pouvoir politique, il servait de canal d'information. En échange, ces méfaits étaient pardonnés. La plume d'un juré s'est effondrée. L'anecdote qui a même fait réfléchir le juge est alors arrivée. Le bureau de Miami a mené une opération de trafic en 2012, a déclaré l'agent. Un collègue bien connu de M. Combs a été appréhendé. Drogue, filles et virements internationaux, le genre d'incident qui attire l'attention des médias, c'est celui-là. L'agent releva la tête, les yeux baissés. Au bout de 48 heures, le dossier était scellé. Ils déplacèrent les agents. Après la libération du coupable, l'affaire disparut. Comment? Quoi? Demanda le procureur. L'agent n'hésita pas. Quelqu'un d'une extension de Capitol Hill a appelé. Tout ce que nous savons, c'est que tout a disparu d'un simple appel sans aucun nom. Il lui a ensuite remis des documents internes, des courriels d'agents perplexes et des avertissements d'ingérence. Une ligne a retenu mon attention, a déclaré l'agent. Ne demandez pas pourquoi elle a été enterrée, a-t-il ajouté. Profitez de votre absence? La pire révélation a peut-être suivi. L'agent a déclaré que nous avions surveillé de près les allées et venues de M. Combs à un certain moment en 2015. Il a d'abord visité Haïti, puis la Colombie et enfin des îles privées des Caraïbes.
Nous avons d'abord pensé que c'était pour le plaisir, mais des informations provenant de partenaires étrangers nous ont fait changer d'avis. Des rencontres avec des banquiers liés au cartel, des fêtes sur des yachts avec des jeunes femmes venues d'Europe de l'Est et du Brésil. Selon une source, les jeunes femmes auraient même été informées qu'elles participeraient à une audition pour American Idol. Le jury était visiblement déstabilisé par ce moment. L'agent a fermé le dossier. Pendant tout ce temps, il était un réformateur, un philanthrope et un magnate. Cependant, il dirigeait en coulisses une entreprise fondée sur l'intimidation, l'extorsion et l'impunité acquise par l'influence. Le juge a suspendu l'audience. Lentement, les gens ont quitté la salle, souvent dans un silence surpris. Et pour la première fois depuis le début du procès, Diddy semblait enfin accepter que les murs se refermaient sur lui. Lorsque le tribunal se rassembla, l'auditoire était devenu silencieux et réservé. Le magnate de la musique jugé avait changé. C'était l'illusion de l'égalité, de la sécurité et de l'équité. L'agent spécial, dont les propos avaient été censurés, reprit son témoignage, la voix plus solennelle. Sa révélation suivante provoqua une vive tension dans la salle d'audience. Il commença par déclarer « Nous avons des raisons de croire qu'il existait une cache de bandes de surveillance provenant de diverses propriétés appartenant à Combs, datant d'aussi loin que 2003. » Certains de ces enregistrements sont temporairement entrés en possession du gouvernement fédéral. Nous en sommes donc informés plutôt que de spéculer. Il a actionné une télécommande. L'écran a affiché une image horodatée d'une vidéo provenant d'une salle de surveillance de l'une des résidences de Diddy à Los Angeles. Un lanceur d'alerte d'une société de sécurité privée employée par Combs, mais qui a depuis fermé, nous a envoyé cette photo. Jusqu'à 30 moniteurs, chacun relié à un emplacement distinct, étaient là présents dans la pièce. Studio privé, piscine, couloir et chambre. Nous avons découvert que de nombreuses caméras étaient dissimulées. Les personnes filmées n'étaient pas au courant non plus. Le public a commencé à murmurer. L'agent a poursuivi. C'est ici que l'obscurité entre en jeu. Nous avons obtenu l'autorisation de confisquer 3 disques durs qui contenaient vraisemblablement cette vidéo en 2016. Cependant, la salle des serveurs était en feu lorsque les agents sont arrivés sur les lieux. Il y avait des preuves d'incendie criminel. Le timing suggère une fuite interne. Moins de 20 minutes après l'évacuation de notre bureau local. Quelqu'un les a alertés. Il a poursuivi en décrivant le disque mystérieusement retrouvé dans le coffre-fort d'un associé portoricain. Il a précisé que la vidéo montrait M. Combs en train d'interagir avec plusieurs personnalités, hommes d'affaires et dirigeants politiques, alors qu'il se trouvait dans des situations très vulnérables. Certains semblaient ivres, d'autres étaient manifestement forcés. Ces enregistrements incluaient-ils Barack Obama ? Quoi ? A demandé directement le procureur. Non, ce n'était pas le cas. Cependant, M. Combs a été entendu mentionner par leur prénom plusieurs amis intimes, bailleurs de fonds et partisans politiques de l'administration, a déclaré l'agent. Ils connaissaient leurs secrets. Les enregistrements constituaient l'un son moyen de pression. Le tribunal resta silencieux. La déclaration suivante de l'agent allait perturber le déroulement des débats. En fin de compte, se demanda-t-il, ne rassemblait-il pas ces documents que pour flatter son ego ? Au cas où quelqu'un tenterait de l'interrompre, il les utilisait comme assurance et comme argent. Les grandes chaînes de télévision diffusèrent la nouvelle ce soir-là. Mais en secret, dans des lieux secrets à travers Washington, les équipes de crise de Los Angeles se précipitèrent pour poser la question cruciale. Dans quelle mesure savait-il vraiment ? Le lendemain matin, l'audience reprit sous une sécurité renforcée. Sur les murs, des marshals fédéraux. L'atmosphère avait changé. Le genre de peur qui n'apparaît qu'une fois que la pourriture s'est propagée bien au-delà de son point de départ. L'agent spécial, dont le dossier avait été expurgé, revint à la barre avec un dossier scellé. Il demanda au juge une ouverture privée. Un document secret, portant l'entête de la CIA, une organisation rarement citée au tribunal, se trouvait à l'intérieur. Pour mémoire, ce document a été déclassifié pour ce procès, a précisé l'agent. Il a été initialement rédigé en 2012 par un analyste principal de la division des opérations intérieures de la CIA. Il contient le sujet, les cibles, à haut risque, et les actifs du secteur du divertissement. Le juge lui a donné la permission de conclure après avoir acquiescé. Dès le milieu des années 2000, M. Combs était reconnu comme un influenceur culturel précieux, capable de manipuler les citoyens américains. Plusieurs services de police l'ont dénoncé pour ses liens avec des trafiquants d'armes connus, des banquiers offshore et des personnes liées aux services de renseignement en Afrique de l'Ouest et en Europe de l'Est. L'agent a mis du temps à traiter l'information. M. Combs n'a pas été officiellement recruté par la CIA, a-t-il déclaré. Ils ont cependant profité de sa proximité avec des personnes intéressantes. En échange d'un déni plausible, il a fourni une multitude de données comportementales via ses événements, ses soirées et son influence. Avec peu ou pas d'intervention juridique, Combs était libre d'agir. Voulez-vous dire que la CIA l'a autorisé à agir ainsi ? On a demandé au procureur. L'agent a déclaré
Je dis simplement que l'agence a trouvé ces opérations bénéfiques. Même si elle désapprouvait ces méfaits, elle les a sans aucun doute ignorés. La partie suivante était considérablement plus cinglante. Il a produit un registre notarié. Ce document contient une liste des transactions électroniques effectuées par les sociétés écrans de Combs, dont un certain nombre transitant par TriStar Entertainment et d'autres organisations liées à la mise sous tutelle de Britney Spears, a-t-il précisé. Des stratèges politiques de haut rang, des lobbyistes et même une personne impliquée dans une affaire de traite d'êtres humains dans les Caraïbes, inexplicablement disparue du registre du ministère de la Justice en 2015, figuraient parmi les bénéficiaires. Ce qui était sous-entendu était évident. Didi n'était pas un mal isolé. Il faisait partie d'un réseau clandestin, strictement réglementé et bien financé, de guerre de l'information, d'extorsion et de trafic d'influence. Et l'agent expurgé a ajouté une chose, juste au moment où le tribunal estimait ne pouvoir aller plus loin. Nous pensons qu'un ancien agent de la NSA a vendu des informations confidentielles à Didi via l'un de ses comptes offshore, a-t-il affirmé. Cet agent n'est plus parmi nous. La salle d'audience trembla. Le tribunal rendit une injonction, mais personne ne semblait savoir quoi faire, pas même les avocats de Didi. La première déclaration de l'agent censuré était sans équivoque. Il avait le numéro du président, M. Combs. Des exclamations de surprise résonnèrent dans la salle. À son retour de Saint-Barthélemy aux États-Unis en 2014, à la suite d'un scandale dans l'industrie musicale impliquant de nombreuses normes mineures et des visiteurs étrangers, notre équipe a tenté de l'arrêter. Le drapeau rouge a été levé. À son atterrissage à Miami, son vol privé devait être fouillé. Un document du département de la sécurité intérieure lui a été présenté par l'agent. Voici l'alerte douanière. Elle a été interrompue brutalement après 37 minutes de fonctionnement. Pour quelle raison ? Quelle ? A demandé le procureur. Parce que le DHS a reçu un appel d'un responsable de l'administration Obama. 41 secondes se sont écoulées pendant l'appel. Tout ce que nous savons, c'est que... Plus tard, on a découvert que le numéro appartenait à un standard sécurisé utilisé par le conseiller juridique de la Maison-Blanche. L'avertissement s'est estompé et les poursuites ont été abandonnées. Didi a quitté l'aéroport sans incident. Il a été vu tout sourire sur la vidéosurveillance alors qu'il montait dans un SUV noir. Nous avons appris plus tard que, dans les 48 heures suivant cet appel, Didi avait donné 500 $0 à un proche de l'équipe de campagne d'Obama, a déclaré l'agent. Le timing était dévastateur, un silence de surprise emplit la salle d'audience. Pas un mot, pas une toux, pas même un gribouillage. L'agent retint son souffle. Je ne suis pas ici pour accuser l'ancien président. Il s'agit de prouver que M. Combs a pu accéder au pouvoir. Un accès qui n'aurait été possible à personne d'autre. De plus, il couvrait les crimes, réduisait les victimes au silence et se protégeait ainsi. La prise de conscience envahit la salle. Il ne s'agissait plus seulement de Didi. Il s'agissait ici d'un système, d'un arrangement, d'un canal de pouvoir qui encerclait les plus hautes sphères de l'autorité américaine. Et comme de la fumée dans l'air, la question planait. Y avait-il quelqu'un d'autre au courant ? Une nouvelle expression pour l'audience avait déjà été inventée par les médias lorsque l'agent a expurgé « Retour à la barre » pour la 7e fois, le procès de la liste noire. Parce que le document qu'il a ensuite présenté était si explosif qu'il en a été remis au tribunal dans une mallette inflammable. Le FBI a nommé le document de 94 pages « Projet Ghost Room », dans lequel se trouvait le document. Il a informé le jury que la police d'assurance de Didi était la suivante. Lors d'une perquisition dans un entrepôt de stockage à Newark, dans le New Jersey, en 2022, le dossier Ghost Room a été découvert. Les agents ont découvert des centaines de Polaroids et des dizaines de disques durs dissimulés dans un coffre-fort climatisé, dissimulés sous une façade d'entreprise fictive. Mais le plus important était un dossier intitulé BL Priority, des archives protégées. On y a trouvé des notes manuscrites, des manifestes d'avions, des photos de surveillance manipulées et des transcriptions de conversations. Nombre d'entre elles proviennent de micros dissimulés qui auraient été placés dans les clubs fréquentés par Didi entre 2004 et 2019. Parmi les noms figurant sur la liste, Roc Nation, Live Nation, Interscope et même 2 anciens collaborateurs de la Maison-Blanche figuraient parmi les dirigeants. Les plus préjudiciables étaient des photos en noir et blanc de personnes en situation de compromission, avec des horodatages, des initiales et des expressions telles que « verify »,« use »,« hush » et « levier ». L'agent a précisé que ces archives n'étaient pas destinées à divertir. Le chantage était la raison. Si un nouvel artiste refusait de signer ou si une faveur politique était requise, M. Combs insinuait qu'il existait des enregistrements et les personnes présentes sur ces enregistrements cédaient souvent, a-t-il expliqué. Un cas de 2017 où un chanteur pop en herbe avait refusé de jouer lors d'un événement, Didi a été mentionné par Agent Redacted.
En quelques jours, les tabloïds commencèrent à rapporter un effondrement privé. Elle obtint rapidement un contrat d'enregistrement avec une maison de disques liée au réseau de distribution de Didi. Mais le procès fut interrompu par une seule entrée dans le dossier. Le BO et RS ont géré l'appel. Le paiement a été vérifié, j'ai bien reçu le don. On a souvent supposé que les initiales étaient celles d'un célèbre PDG de studio de musique et de Barack Obama. Bien qu'il n'y ait eu aucun enregistrement direct du président, il était sous-entendu que l'influence, les faveurs et les cadeaux faisaient partie d'une relation établie et mutuellement avantageuse. Ce ne sont pas des accusations, a déclaré l'agent expurgé. Ce sont des stratégies et des schémas. Faire la fête n'était pas le but. Il s'agissait de créer un empire de l'ombre. Une cassette, une nuit, une faveur à la fois. Une atmosphère solennelle régnait dans la salle d'audience alors que le procès entamait son 8e jour. Il n'était pas question de relevés téléphoniques ou de livres bancaires. Les personnes étaient au centre des débats. L'agent expurgé est revenu à la barre avec un dossier en papier craft intitulé « Dossier confidentiel de témoins refusés ». Les personnes qui s'étaient manifestées au début de l'enquête, mais qui, pour diverses raisons, avaient refusé de s'exprimer en public ont fait ces déclarations et témoignages. Il a affirmé que nous avions les témoignages d'au moins 26 personnes concernant leurs interactions avec M. Combs, mais qu'elles avaient choisi de ne pas venir par crainte de représailles, par accord de confidentialité ou par menace. Il a ensuite commencé à lire des passages. De 2005 à 2012, l'ancien chorégraphe, membre du cercle intérieur de Didi, en a fourni un. Elle a affirmé s'être réveillée confuse et avec des blessures inexpliquées après avoir été droguée lors d'une after-party. Moins d'une semaine après avoir tenté de signaler l'incident, son agence l'a licencié. Un mannequin, alors âgé de 19 ans, a raconté une autre histoire. Il avait été emmené à Miami en avion alors qu'il se faisait passer pour un employé pour un shooting de mode. Il est entré dans ce qu'il décrit dans sa déclaration sous serment comme les yeux grands fermés, des caméras partout, les téléphones interdits et un agent qui lui a ordonné de se taire jusqu'à ce qu'on lui parle. Le témoignage le plus préjudiciable cependant est venu d'une personne connue sous le nom de Kyobyunze. Cet individu a déclaré avoir été présenté au chanteur par un membre de l'équipe de Didi alors qu'ils avaient 17 ans. D'après sa déclaration, je croyais qu'il s'agissait d'un mentorat. Ça n'a jamais été le cas. Il a prévenu ma famille que je regretterais si je fuyais ou disais quoi que ce soit. L'agent a expurgé le dossier et le silence s'est installé dans la salle d'audience. Les gros titres ne décrivent pas ces individus. Bien qu'ils n'aient pas de tribune, ils existent bel et bien. Et cela a duré bien plus longtemps que prévu à cause de leur peur. Après cela, il a montré une liste dont les noms avaient été supprimés, mais dont les dates et les lieux correspondaient à des incidents connus de Didi. De quoi s'agit-il, a demandé le juge ? Des victimes vérifiées, a affirmé l'agent, dont les témoignages concordaient avec d'autres informations issues de nos recherches. Lorsqu'il a quitté la salle, les jurés et tous les autres présents avaient été les yeux secs. Non pas à cause des menaces, mais parce qu'ils savaient ce qui allait arriver, la sécurité du tribunal a été quadruplée le dernier jour du témoignage de l'agent expurgé. Le dernier élément de preuve est conservé pour aujourd'hui, a poursuivi l'agent, révélant une transcription scellée. Une conversation téléphonique entre M. Combs et un individu non identifié lié à une importante société de lobbying à Washington, D.C. a été interceptée en 2015. De nombreux analystes et logiciels de reconnaissance vocale ont désormais validé la transcription. Au bout d'un moment, il a commencé à lire. « À garder hors de la vue du public ?» avez-vous dit. Selon les rapports, Didi a ajouté « Mais j'ai fait ma part. J'ai apporté l'argent. J'ai fait appel aux peintres. Au dernier cycle, 5 commissariats ont été bleus. Certains d'entre vous m'accompagneront si je descends. » Le regard de l'agent s'éleva. C'était la voix de M. Combs, et il ne parlait pas seulement de musique ou de fête. Il parlait de mobilisation électorale, de financement politique et même d'ingérence électorale via l'influence de célébrités. Le ton a explosé dans la salle. Actuellement jugé, l'un des individus les plus controversés aurait été impliqué dans le plan de campagne d'un président en exercice. L'image, même indirecte, était catastrophique. « Mon Dieu !» a murmuré un juré. L'agent conclut que Didi ne cherchait pas seulement à acheter le silence, il achetait du prestige. « Et votre vote était l'argent ?» Il s'écarta. Le juge a ajourné la séance. Sans prévenir, le procès, qui avait débuté comme une controverse entre célébrités, s'est transformé en la période la plus sinistre de l'histoire politique contemporaine. Un procès qui aurait pu enfin révéler une corruption passée inaperçue pendant des décennies. La question est désormais de savoir combien de noms figurent encore dans ce fichier sur la liste